Bonjour à tous. Si vous êtes une entreprise de la construction routière, alors vous êtes connectés au bon endroit. Bienvenue donc à ce nouveau webinaire consacré à l'intelligence artificielle, justement dans le secteur de la construction. Il s'agit du deuxième webinaire consacré à cette thématique et alors il est organisé conjointement par l'Infopôle et le CRR, donc le Centre de recherche routière, dans le cadre du programme Construction du futur. Ce programme et ce projet est donc soutenu par la Wallonie. Je voudrais également remercier MobiWall, la Fédération wallonne des entrepreneurs de voirie, pour son soutien dans l'élaboration de ce contenu. Alors, le programme de construction du futur, c'est un projet soutenu donc par la stratégie digitale Wallonia qui regroupe tous les acteurs de la construction, toute la chaîne de valeur et qui vise à faire évoluer les entreprises de la construction en leur permettant voilà, d'augmenter leur maturité numérique. Au niveau des partenaires, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous sommes accompagnés donc, du CRR et de MobiWall. Je vais donc inviter nos deux ah non, excusez-moi, on est en direct, mais c'est pas grave. Mais d'abord, je vais aussi présenter, pardon, l'Infopôle. Donc l'Infopôle, qu'est-ce que c'est? C'est le cluster du secteur numérique. Notre mission, c'est de permettre finalement aussi aux entreprises, mais comme vous, de la demande, de pouvoir accélérer leur digitalisation. Alors pour ce faire, vous avez ici un QR code qui s'affiche sur votre écran. Vous pouvez le scanner et si vous avez un projet en tête, qu'il soit bien défini ou encore à l'état de l'idée, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous mettre en relation avec les bons partenaires et les bons prestataires. Avant de débuter et justement avant d'accueillir nos invités, je vais aussi vous expliquer un petit peu comment va se dérouler le webinaire et surtout, si vous avez besoin de poser des questions, sachez que vous avez un chat à disposition. Le chat, donc, c'est la petite bulle qui se trouve en bas à droite de votre écran. Si vous rencontrez n'importe quel problème de connexion ou autre, n'hésitez pas non plus donc à cliquer sur la petite bouée qui se trouve en bas à gauche, cette fois-ci, de votre écran. Voilà, n'hésitez pas tout au long du webinaire de poser vos questions, vos commentaires. Voilà, on se fera un plaisir à la fin du webinaire de répondre à toutes vos questions. Alors, sans plus tarder, je vais donc accueillir sur le plateau Denis Beublet, qui est donc chef de projet en infrastructure et industrie au sein du groupe Wanty, mais qui aujourd'hui nous fait l'honneur de nous rejoindre avec le casque MobiWall, la fédération dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Et il représentera donc les entreprises de la construction dans le cadre de ce webinaire. Bonjour à tous. Sébastien de France, coordinateur data et digitalisation donc, au Centre de recherche routière. Il interviendra à différentes reprises dans le cadre de ce webinaire. Et alors, le troisième invité déjà présent sur le plateau, c'est Maître Philippe Laurent, qui est donc avocat au barreau de Bruxelles et qui est spécialisé en propriété intellectuelle et tout ce qui est lié aux technologies de l'information et du droit commercial. Bonjour à tous. Voilà. Sans plus tarder, je te laisse la parole alors, Sébastien. Voilà. Bonjour tout le monde. Bien, je vais d'abord le micro. Ça a l'air du direct. Donc, je vais commencer par vous présenter quand même le centre de recherche routière, qui est donc un centre de recherche d'utilité publique au service des entrepreneurs et des administrations qui gèrent les voiries. La mission du CRR, c'est donc de promouvoir le progrès technique en construction routière par son expertise, par ses formations, ses assistances, mais aussi les projets d'innovation que nous mettons en œuvre pour nos membres. Donc le CRR est actif sur la route évidemment, mais pas que. Nous travaillons aussi sur les voiries, pistes d'aéroports, les ouvrages d'art, ponts, tunnels, etc. Système de drainage, d'égouttage, mais aussi équipements routiers. Alors récemment, nous avons aussi étendu nos activités. Nous travaillons sur tout ce qui est matériaux, techniques de construction, conception et dimensionnement de structures routières. Voilà, vous voyez les informations sur la DIA. Je ne vais pas m'y attarder et comme je le disais, nous étendons nos activités aussi aux thématiques environnementales, la mobilité, la résilience et forcément la digitalisation, numérisation. Et donc, dans ce cadre,
le CRR développe ses activités pour promouvoir le progrès, mais en matière de digitalisation aussi. Les 3 grandes activités du CRR, c'est acquérir de l'expertise, de la connaissance, la valider. Donc ça, ce sont tous les développements et les veilles technologiques, assistance que nous offrons à nos membres, et enfin partager l'information, la connaissance, le progrès au travers de formations, de séminaires, hein, de webinaires, voilà. La digitalisation étant un enjeu majeur pour le secteur de la construction routière, eh bien, une des missions du CRR sera d'accélérer la transformation digitale au sein de notre organisation, bien sûr, mais aussi euh, vers nos membres, que sont donc les entrepreneurs de voirie et les gestionnaires de voirie. On travaille aussi en recherche et développement des nouvelles technologies et on collabore avec pas mal de partenaires divers et variés. Voilà pour la petite introduction, Céline. Merci beaucoup. Mais donc, je vais proposer à Denis qui donc, intervient ici avec la casquette vraiment MobiWall et pour représenter les entreprises de la construction, de peut-être nous parler un petit peu des perspectives voilà, par rapport à l'intelligence artificielle et ce qu'il existe déjà voilà, dans le Tout à fait. secteur. Mais l'intelligence artificielle, c'est dans l'air du temps, que ce soit à titre privé ou dans les médias, on en parle beaucoup. Et comme dans nombreuses entreprises, le groupe Wanty et MobiWall dans son ensemble s'interrogent sur l'utilité qu'on peut en faire. Donc, dans notre entreprise actuellement, c'est en phase de test où on regarde un petit peu comment l'outil informatique peut nous aider à traiter des grandes quantités d'informations. Je pense par exemple au rapport des chauffeurs, des camions, à l'analyse des bons de transport. Mais on est à l'état de test parce qu'il y a quand même pas mal de notions de gestion des données. On a comme beaucoup de monde, beaucoup de données. Donc, on réfléchit à la gouvernance, mais parallèlement, on fait des petits tests. Moi, personnellement, j'ai demandé à l'outil d'intelligence de me synthétiser une note qui concernait un permis. Et on a des collègues qui regardent l'utilité aussi pour la rédaction de courrier ou des outils de traduction parce que voilà, on est confronté à plusieurs langues dans notre pays et pourquoi pas utiliser ça en termes de traduction. Donc, c'est une réflexion qu'on structure actuellement dans l'entreprise et je crois que c'est le cas du secteur de manière générale. Oui, tout à fait. Et vous parliez justement de la gestion des données, et cetera, enfin tout ce qui est lié au risque, à la gouvernance. Mais justement, Philippe, peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu les principes essentiels justement de la maîtrise de l'IA en matière de souveraineté des données. Alors oui, c'est un vaste sujet, c'est très difficile de résumer tout ça en 5 minutes forcément. J'avais quand même préparé quelques slides pour essayer de donner vraiment les grandes perspectives. En fait, l'IA, il y a un potentiel évidemment énorme, mais il y a également une possibilité qu'il y ait des risques liés à certaines utilisations. Et donc la première question à se poser, c'est de voir un peu quelle loi ou quel régime juridique pourrait s'appliquer. Et là, déjà, il y a du challenge parce que comme on parle d'IA, on parle de logiciel. Hein, et donc, quand on parle de logiciel, on parle de propriété intellectuelle, on parle de contrat d'utilisation, on parle de contrat de licence, on parle de contrat SaaS, on parle de beaucoup de choses. Et puis, on parle aussi beaucoup de données. Et donc, les données sont également soumises à différents régimes juridiques. Alors forcément, il y a tout ce qui est données à caractère personnel, où ça déjà c'est un gros morceau avec le GDPR et tout ce qui s'ensuit. Mais il y a aussi d'autres régulations plus récentes sur l'accès aux données, le partage aux données, l'open data et toutes ces questions-là. Donc vraiment, les couches juridiques sont grandes. Alors, au-delà de tout ça et au-dessus de ces couches qui existaient déjà également la télécom, hein, tout ce qui réglemente la télécom, il y a de nouvelles couches qui apparaissent et entre autres ce fameux règlement sur l'intelligence artificielle. Alors c'est un règlement qui est massif en tant que tel. Je ne sais plus combien de centaines de pages il fait, mais c'est plusieurs centaines, je pense. Enfin, ça dépend du lecteur qu'on utilise. Mais c'est quelque chose d'assez énorme et donc il faut vraiment essayer de comprendre déjà ce règlement. Et entre autres, ce règlement, si on le schématise, il crée différentes cases d'IA. Donc la première question à se poser, c'est lorsqu'on va utiliser une IA, parce que il y a plein d'IA différentes, et bien dans quelle case est-ce qu'on est? Est-ce qu'on va l'utiliser
des IA interdites, ou dire finalité interdite. Dans ce cas-là, vous vaut mieux ne pas l'utiliser. Est-ce que c'est une IA au risque? Est-ce que c'est une IA qui implique des obligations spéciales de transparence? Et donc voilà, la première approche du règlement du RIA, c'est ça, c'est de se dire, bon, si je vais utiliser de l'IA, est-ce que je vais la faire développer moi-même? Est-ce que je vais être simple déployeur? Est-ce que je vais être utilisateur? Et à quoi est-ce qu'elle va servir? Et est-ce que je vais rentrer dans une case qui est plus ou moins réglementée? Et en parlant d'acteurs, effectivement, donc le règlement sur l'intelligence artificielle établit cette espèce de hiérarchie entre les IA, donc du plus risqué au moins risqué. Il y a aussi une sorte de hiérarchie ou d'une cascade entre les différents opérateurs ou les différents acteurs de l'IA. Et là, ça part du fournisseur jusqu'au déployeur. Donc, en fonction de la qualité que l'on a, eh bien, les obligations sont différentes aussi. Je suppose que dans le secteur de la construction, la majorité des entreprises seront finalement déployeurs, puisqu'elles iront se fournir en IA à l'extérieur pour finalement décider de l'adopter et de l'utiliser. Enfin, si jamais vous vous posez des questions sur l'application du RIA, dans quel cas est-ce que vous tombez et quelle casquette est-ce que vous allez porter, le European AI Office, donc le Bureau européen de l'IA, vient de sortir ce qu'ils appellent le AI Act Single Information Platform. Je le dis en anglais parce que je n'ai pas l'impression pour le moment que ça soit traduit, je me trompe peut-être. Et là, vous avez déjà un aiguillage sur comment appliquer ce règlement et entre autres, il vous facilite la tâche en vous posant toute une série de questions pour savoir dans quelle case vous vous trouvez dans le cadre de ce règlement. Et une dernière chose de manière transversale et générale sur ces règles de l'IA et particulièrement sur ce règlement, c'est qu'il y a eu un article, c'est l'article 4, qui prévoit vraiment une obligation absolument transversale et qui s'applique à normalement tout le monde, c'est cette obligation de maîtrise de l'IA. C'est pour ça que tu as fait cette transition en parlant de maîtrise de l'IA, parce qu'effectivement, ce règlement, qu'est-ce qu'il dit? Entre autres, il dit, écoutez, l'IA, c'est bien, mais il faut savoir ce qu'on fait avec. Et donc, dans n'importe quelle situation, si l'IA vous intéresse, si vous voulez l'adopter, pensez un Mmh. peu à cette maîtrise de l'IA, posez-vous la question, quelle IA et pourquoi, avec quelles données, quelles obligations est-ce qu'ils vont s'appliquer à nous, et en fonction de cela également, s'assurer que les employés, les collaborateurs, vont l'utiliser correctement, l'outil que vous allez sélectionner, que vous allez employer en interne. OK, super. Merci beaucoup Philippe. Mais justement par rapport à ça, Sébastien, est-ce que, vous, au niveau du centre de recherche, vous avez des tips, des choses, des astuces, que vous apportez aux entreprises, pour voir comment justement utiliser l'IA? Oui, alors, on a quelques petites, ici, je vais parler de quelques petits outils qui pourraient être utiles, dans Mmh. le travail au quotidien pour les gens qui s'intéressent à l'IA, mais vraiment de façon assez, basique, simple, hein. Donc on a ici, bien évidemment, je pense que tous les participants à ce webinaire, ainsi que les gens ici autour de la table, ont déjà utilisé des plateformes type, ChatGPT, Gemini et cetera. Et donc, tout le monde doit se confronter à l'art du prompting. L'art du prompting, c'est quoi? C'est, l'art de formuler, Mmh. des instructions ou des questions, de façon à obtenir la réponse la plus pertinente. Et donc, il y a quelques principes, ça peut sembler trivial, mais, ce sont des principes, qu'on respecte en général si on veut obtenir la meilleure réponse. C'est simplement d'être précis, dans l'instruction, dans la question. Idéalement, accompagner sa question de quelques exemples, apporter du contexte, aussi. Ça peut, donner une meilleure réponse, aux questions posées. Cibler, avoir une cible, c'est-à-dire à qui la réponse est-elle destinée? Est-ce que c'est à votre manager? Est-ce que c'est à une institution, une organisation? Voilà. Si on précise ça dans la question, ça peut aider. Évidemment, procéder par itération pour améliorer progressivement la réponse et définir aussi, demander le style, parce que, on n'écrit pas un mail à son supérieur de la même manière qu'on écrit, à son collègue direct, ou à un ami. Donc, tout le monde ici, a déjà utilisé donc forcément ces plateformes. On entend Copilot est bon dans tel domaine, ChatGPT est bon dans tel domaine et cetera. Pas toujours évident de se forger une bonne opinion
et avoir une idée objective de la qualité des réponses, de la performance de ces moteurs, ben, il existe, sachez, des entreprises qui publient des petits tableaux qui évaluent et qui comparent les modèles entre eux et qui permettent d'avoir une vue objective de ces modèles avec des indications sur, par exemple, le nombre de données traitées en une seule fois, la qualité de la réponse, le coût du service, le délai de réponse, le temps de latence, etc. Donc ça, c'est une autre présentation plus sous format graphique d'un tableau aussi qui évalue ici, en l'occurrence, le coût du service, la rapidité des modèles, etc. C'est toujours intéressant pour pouvoir évaluer éventuellement son propre outil au sein de toute la masse des modèles qui existent. Alors là, juste quelques outils qui sont pour la plupart gratuits, enfin en tout cas jusqu'à un certain point dans leur plan, et qui peuvent aider en tout cas au quotidien pour des tâches assez simples. Par exemple, on a ici Notebook LM de Google qui vous permet d'importer toute une série de documents, que ce soit des documents vidéo, des images, des textes, etc. L'outil va sur base de ces documents qui sont limités, en tout cas dans la partie gratuite, à une cinquantaine de documents, à proposer des insights ou alors fournir un résumé détaillé de l'ensemble de ces documents. Un petit plus assez sympathique, c'est que l'outil permet de créer un fichier audio aussi, que vous pouvez écouter dans votre voiture ou au bureau, sous la forme d'une sorte de podcast, si vous voulez. Ça peut toujours être sympa. On a ici aussi l'outil Fireflies qui, lui, permet de traduire, résumer des réunions, de produire des comptes rendus aussi. Le petit avantage de cet outil, c'est qu'il s'interface avec Teams, mais aussi avec Zoom et d'autres plateformes. Donc, assez efficace et intéressant. Et alors, on parle évidemment de tous ces grands groupes que sont OpenAI et compagnie, mais sachez qu'il existe aussi une version open source euh, qui s'appelle LibreChat et que vous pouvez aller consulter. Ils ont un répertoire GitHub, comme on dit dans le langage des codeurs. Vous pouvez aller consulter et donc ça vous permet de développer éventuellement des outils basés sur un moteur libre. Et puis enfin, je terminerai par la notion d'agent IA. Tout le monde aussi, je pense, a déjà entendu parler de ça. Ce sont des petits programmes informatiques indépendants qui réalisent des tâches pour vous. Mmh. Bon, il faut faire un peu la distinction entre assistant IA qui lui exécute des tâches, tandis que l'agent IA est plutôt autonome, indépendant et peut prendre des décisions pendant que vous travaillez à autre chose. Il peut répondre à des questions comme celles que vous voyez ici sur cette dia. Et il y a deux grands types d'agents IA. Il y en a un qui, lui, demande quand même d'avoir des compétences assez techniques pour l'implémenter, pour le mettre en œuvre. Mais il existe aussi des solutions qu'on dit plug and play, donc des solutions où on ne doit pas coder, qui vous permet là de monter ça. Je pense à Zapier, je pense aussi à Calendly aussi, par exemple. Tout à Voilà, fait. des petites idées pour le jour. Voilà. OK, super. Beh, merci beaucoup, Sébastien. On se retrouvera donc plus tard dans ce webinaire. Pendant justement que je vais inviter donc, nos 2 prochains experts numériques à se joindre à nous sur le plateau. Je vais me retourner une dernière fois vers toi, Philippe. Si tu devais, par exemple, donner un conseil par rapport à l'utilisation des outils que Sébastien vient de présenter, notamment pour tout ce qui est protection des secrets d'affaires, etc. Est-ce qu'il y a au moins une chose que les entreprises ne doivent pas oublier de faire avant d'utiliser ces outils? Il ne faut pas oublier que ces outils, et particulièrement les outils gratuits, sont effectivement disponibles. On peut les utiliser en quelques clics.
Avant de l'utiliser, il faut accepter un contrat et donc il faut bien lire les termes de ce contrat et entre autres regarder si, par exemple, vos secrets d'affaires sont effectivement protégés. Parce que, par exemple, on parlait d'outils qui permettent de la traduction. Si vous avez un document qui est hyper confidentiel, réfléchissez avant de le mettre sur le n'importe quel outil pour le faire traduire, parce que peut-être que ces informations risquent après de filtrer ou d'être réutilisées par des gens que vous ne voulez pas qu'ils le réutilisent. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est enregistrer les discussions, les meetings Teams et autres. Bon, ben là, il y a des personnes, des individus qui sont impliqués. Il y a le RGPD qui va s'appliquer. Comment est-ce que ces outils vous assurent le respect du RGPD et comment est-ce que vous allez après utiliser cette production de vidéos ou de documents et dans quelle mesure est-ce que votre propre utilisation de cela va être conforme au RGPD, par exemple. Donc, il faut toujours avoir ces réflexes. Oui, donc cette fois-ci, on lit bien les conditions d'utilisation. On ne scrolle pas? Toujours, pas cette Toujours. fois-ci, D'accord, toujours. toujours. On l'aura. Merci beaucoup Philippe. Mais donc j'accueille nos 2 nouveaux, invités, donc Jean-François Potel, directeur général d'Advisor. Vous avez conçu un assistant IA spécialisé. Vous êtes une solution, souveraine, sécurisée. Donc justement, on va pouvoir en apprendre plus par rapport, à tout ça. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Mais Bonjour. et alors, Robin Verskuren, ingénieur IA senior chez Artefact. Vous développez des solutions d'IA adaptées au secteur d'activité voilà, de la construction et vous les personnalisez selon les départements. Oui, bonjour à tous, exactement. Donc, on est en fait, dans tous les secteurs puisque, vous le savez sûrement, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est présente un peu partout et donc voilà. Super. En tout cas, merci à vous deux d'être présents avec nous ce matin. Je me retourne vers toi, Denis, par rapport à une première problématique que vous rencontrez notamment dans le secteur de la construction. Mais oui, donc plus particulièrement, à l'origine de tout dossier à exécuter, c'est la remise d'offres. Et on est souvent, nous, confrontés à des périodes d'intenses demandes de prix, que ce soit le secteur public ou le secteur privé. Et on a parfois la difficulté de traiter des grandes quantités de demandes de prix dans une période de temps assez limitée. Alors, il y a les grandes sociétés qui ont un département pour remettre le prix, des deviseurs, des maîtreurs, des services achats, mais je pense aussi aux petites PME qui ont le même souci d'avoir comme ça de nombreux dossiers analysés. Et on se demandait si l'outil d'intelligence artificielle pourrait nous aider à rapidement analyser les plans, le maîtrise, le cahier de charge, bien sûr, et nous dire si c'est une affaire que nous devons suivre ou ne pas suivre. Et dans la réponse positive, si on a l'opportunité de suivre ce type de marché, comment l'IA peut nous aider à préparer notre offre, à la fois le calcul de prix. Est-ce que l'IA est aujourd'hui capable de commencer à utiliser les données qu'on va mettre à sa disposition et de structurer une réponse complète avec des annexes, des certificats et tout ça dans la réflexion aussi, si le prix est calculé, sur base de quelle information et de quelle confidentialité. Parce que si on a décidé de suivre une affaire, ce n'est pas pour le communiquer à la concurrence. Donc, voir un petit peu comment cette possibilité au niveau de l'offre existe dans l'outil. Voilà, c'est un petit peu la première approche. Là, c'est peut-être Jean-François, tu peux peut-être nous apporter des éléments de réponse. Oui, voilà, donc effectivement, nous avons mis en place une plateforme sécurisée. Donc, tout est traité en Europe, rien ne part à l'extérieur de l'Europe. Nous avons introduit un corpus documentaire basé sur la législation belge et européenne. Et nous mettons à disposition de nos clients un espace sécurisé dans lequel ils peuvent mettre leurs propres documents, donc les documents internes et le cahier de charge. Et donc, on peut demander au moteur IA de proposer une réponse, un accompagnement à l'analyse. Et pour ça, c'est mon collègue Thomas, qui est spécialiste en marché public, qui a enregistré une petite session où il va vous montrer les questions qu'il a posées et comment il a géré ça au travers de la plateforme. Nous voici donc au cœur de cette petite présentation avec la manière dont concrètement Advisor peut vous aider à répondre à un cahier des charges. Et donc on l'interroge de manière très très simple avec une question en langage naturel en demandant quelles pièces devons-nous rendre pour que l'offre soit recevable. Advisor va chercher dans votre coffre-fort, va faire de la recherche documentaire et sur Internet pour vous proposer une réponse structurée de manière professionnelle avec une reformulation de la question
la synthèse des exigences à la fois légales et celles prévues dans le cahier des charges, avec un petit tableau récapitulatif des pièces à fournir que vous pouvez, si vous le souhaitez, télécharger ou copier. Elle vous propose aussi, cette plateforme d'intelligence artificielle, des moyens de vérifier si la réponse est correcte. Elle l'est dans l'immense majorité des cas, mais on a quand même toujours besoin d'un ou d'une professionnelle pour aller vérifier si la réponse est correctement sourcée, et elle propose quelques questions de relance. La première question de relance que j'ai posée, elle n'était pas posée, c'est de vérifier si le cahier des charges respecte la législation la plus récente, parce qu'en effet, on sait que les cahiers des charges sont souvent recopiés d'une année sur l'autre, et pour vous, en termes de rentabilité, bah, le diable se cache souvent dans les détails. Et donc, ici, directement, Advisor a été recherché, heu, et vous a proposé un tableau de conformité avec, quelques manques, dont notamment le délai de paiement, qui, est de 60 jours dans le cahier des charges et qui a été modifié à 30 jours, apparemment au 12/8/2024, et vous propose quelques autres points qui sont manquants apparemment dans le cahier des charges. Encore une fois, on vous explique où on a été chercher cette réponse, et donc je lui demande, comment pouvons-nous contester ces délais de paiement? En effet, c'est sans doute beaucoup plus intéressant d'être payé à 30 que 60 jours, et donc toujours la même manière, on va reformuler la question, préciser le cadre légal et vous donner une petite synthèse des moyens de contestation, avec le premier qui est proposé, c'est un contact direct écrit, et je vais tout simplement lui demander un courriel pour en informer le pouvoir adjudicateur. Et voilà, Advisor va faire un petit courriel à envoyer au pouvoir adjudicateur. Maintenant, une fois que j'ai vérifié tout ceci, je dois séparer ma réponse au cahier des charges, et donc je vais simplement lui demander de faire une checklist de tous les documents, à la fois du point de vue administratif et technique, pour répondre au cahier des charges, et je vais lui demander une petite procédure interne pour que les équipes puissent le faire. Et donc voici la synthèse de tous les documents préparés. Et effectivement, je me mets à votre place, il y en a beaucoup, pour pouvoir répondre en temps et en heure à ce cahier des charges, avec une petite procédure interne qui est proposée. Donc très concrètement, voilà comment, au départ d'une IA qui a l'air de fonctionner comme toutes les autres IA, on peut avoir des réponses vraiment adaptées à votre secteur d'activité, adapté au marché, et qui vous permet de gagner beaucoup de temps de travail administratif. Ça vous exonère pas de vérifier derrière tout ce qui se passe, mais le but, c'est vraiment de vous assister de manière très précise et très professionnelle pour avoir des réponses qui vous font gagner du temps et donc, in fine, de l'argent. Voilà. Donc Thomas vous a fait une présentation ici très, générique. Imaginez maintenant que dans le coffre-fort documentaire, vous ayez ajouté les réponses au cahier de charges, précédent, vos prix habituels de vente, vos prix, de revient, les résultats des marchés précédents auxquels vous avez, participé et les cotations que vous avez reçues sur ces marchés, et l'outil peut vous aider à affiner votre prix ou votre stratégie pour être certain de gagner les marchés qui sont les plus intéressants pour vous. Voilà, comme cas concret. Super, beh, merci beaucoup Jean-François. On voit vraiment, par rapport à ce cas d'usage, que l'intelligence artificielle peut réellement, simplifier la lecture et enfin la rédaction et répondre finalement à des marchés publics. Pour prolonger justement cette réflexion, on va voir maintenant comment l'IA peut être aussi utilisée d'une manière peut-être plus stratégique pour analyser les appels d'offres. Et donc pour ça, je propose à Robin, voilà, de nous montrer un petit peu ce qui existe et ce que vous faites, chez vous et comment l'intelligence artificielle peut aider, les entreprises de la construction. Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, j'aimerais dire quelque chose, c'est que, on a vu qu'on pouvait déjà utiliser des outils, beaucoup plus simples, hein, tels que, déjà utiliser ChatGPT par exemple, c'est déjà de la productivité qui est apportée, et c'est quelque chose d'accessible, facilement, qui est un peu, accessible à n'importe qui. Et puis, Sébastien nous a aussi introduit aux agents, et nous chez Artefact, en fait, on va plutôt travailler sur cette partie-là, où sur base d'une problématique qui est beaucoup plus spécifique,
à une entreprise ou à un secteur, on va pouvoir créer un système d'agents, donc orchestrer différentes intelligences artificielles en les modifiant, les entraînant ou en se basant sur des existantes pour répondre à une problématique. Ici, dans le cas des cahiers des charges et des appels d'offres, on a travaillé notamment avec Orange, mais avec d'autres entreprises dans d'autres secteurs également, euh, sur 2 phases. La première phase, c'est de pouvoir détecter si, et qualifier si un appel d'offres représente une opportunité pour l'entreprise. Heu, Pourquoi? Parce qu'en fait, ça prend quand même beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'appels d'offres, les analyser, ça prend du temps, ça demande des ressources et on a constaté qu'on pouvait déjà faire un pré-filtre sur l'ensemble des appels d'offres, en analysant l'appel d'offres, en la structurant et en essayant de détecter des signaux qui vont laisser supposer, d'un point de vue statistique, si il s'agit plutôt d'une bonne opportunité pour l'entreprise ou bien plutôt quelque chose à laisser de côté. Ce qu'on va dire, donc est-ce qu'on est sur un go ou un no go? Et donc j'expliquerai un peu plus après, mais on peut aussi se baser sur les données historiques pour faire ce choix. Et donc on va utiliser une première étape où on va définir est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Et si on y va, de nouveau, rédiger une réponse, ça peut prendre du temps, et il faut toujours un expert, hein, pour faire ça parce que c'est ça qui va aussi faire la qualité de la réponse. Mais généralement pour une entreprise, on peut retrouver quand même plein d'éléments qui sont assez communs, aux différentes, réponses et avoir une IA qui permet sur base de l'appel d'offres, retrouver des éléments qui sont, pertinents, à introduire dans la réponse, c'est aussi un gain de temps. Imaginons que 70 de l'appel d'offres est déjà rédigé, donc le premier jet, et puis qu'on attend plutôt, le rôle de l'expert comme un quelqu'un qui va revoir, qui va peaufiner, qui va améliorer, qui va venir préciser à des endroits qui sont pas assez précis, et cetera. C'est un gain de temps pour l'expert parce qu'on va vraiment utiliser son expertise et Mmh. pas, ses qualités de rédaction qui, au tout début, sont pas forcément, très complexes. Hem, ce qui est important, comme je disais, c'est que si, vous répondez à une grande quantité d'appels d'offres, on peut réutiliser ces données. Et alors, je dirais qu'il y a 5 ans, quand on parlait d'intelligence artificielle, on avait une vision où il faut une quantité de données, très importante. Aujourd'hui, même avec, quelques centaines, de documents, on peut déjà exploiter, ces documents-là parce qu'on ne va pas réentraîner un modèle, en partant de nulle part. On va, donner accès au modèle à ces informations-là et en organisant avec une méthodologie et des process bien définis, on peut exploiter déjà, disons, cette centaine de documents. Heu, Qu'est-ce que ça va permettre? Beh, cette analyse qu'on fait pour qualifier l'opportunité, on peut aussi la faire sur l'entièreté de l'historique et puis essayer de détecter des signaux qui vont dire: beh, généralement, dans les appels d'offres où la réponse a fonctionné, on retrouve ces éléments-là et donc faire un lien entre l'historique, l'appel d'offres et ce qui fonctionne d'un point de vue statistique pour l'entreprise. On va aussi essayer d'introduire, heu, des informations qui sont propres à l'entreprise, hein, que ce soit au niveau de certaines contraintes qui sont demandées dans le cahier de charge. Est-ce que l'entreprise, sur base de la structure, de l'entreprise qui est introduite dans l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle peut répondre à l'appel d'offres? Si, l'appel d'offres, c'est un projet beaucoup trop grand pour l'entreprise, beh, ça peut être pris en compte dans l'IA et l'IA va mettre cet appel d'offres de côté. Et donc là, on voit qu'on va un peu plus loin que, mettre en fait à disposition aux employés un ChatGPT qui permet déjà d'améliorer la productivité. Là, on exploite en plus l'historique des données de l'entreprise. Super. En effet, ou je excusez-moi, je perdu le fil parce que je pensais un petit peu à ma question, mais c'était, bon, on voit vraiment, ben là, Robin et même comme, ton collègue, Jean-François, l'a dit, il faut quand même pas oublier, qu'il faut rester, à côté, au final, de l'intelligence artificielle, qu'il s'agit, davantage d'assistants pour, gagner du temps, et que finalement, si on répond à une offre, faire aussi en sorte qu'elle soit, gagnante, mais qu'il faut quand même à chaque fois, relire et cetera et vérifier que toutes les informations, soient bonnes. Denis, je pense que tu avais une question plus aussi par rapport à tes compétences techniques, voir comment, l'intelligence artificielle pouvait, t'aider dans ce cadre-là. Mais oui, donc après l'obtention d'un marché, il faut l'exécuter évidemment et donc on se posait la question comment l'outil, digital
peut aider quelqu'un sur terrain, sur le chantier, dans ses tâches récurrentes. Bon, bien sûr, je pense plus à des tâches administratives que sont les états d'avancement, la facturation, la rédaction de procès-verbaux, mais aussi de gérer les questions techniques qu'on reçoit de nos clients. Donc, un client va poser une question au travers d'une réunion ou plus formellement dans un courrier recommandé, un PV, un procès-verbal de carence peut-être. Comment l'intelligence peut nous aider? Parce qu'on a quand même une grande quantité de données légales qui nous sont imposées. Bon, il y a l'arrêté royal qui régit les règles générales d'exécution des marchés publics. On a le cahier des charges Caliroute, qui est quand même une bible de plus de 1500 pages. Il y a différentes versions Caliroute en fonction des périodes. Vous avez un cahier spécial des charges qui va aller plus en détail par rapport au marché qu'on a exécuté. On a des plans, des métrés qui parfois se complètent, parfois peuvent se contredire. Et comment toutes ces données, le contexte normatif aussi, peut être utilisé par l'intelligence pour nous aider à apporter la bonne réponse technique adéquate par rapport aux obligations générales d'un projet. C'est ça un petit peu plus en exécution. Là, je vais inviter Jean-François alors à y répondre. Oui, alors la question est large, elle est complexe, la réponse ne sera pas simple. Mais donc effectivement, dans une plateforme comme la nôtre, on a déjà chargé un Caliroute, donc on peut déjà poser des questions pour retrouver de l'information. Et on a aussi, et c'est ça qu'on va vous montrer dans le deuxième exemple, tout un accompagnement du gestionnaire de projet sur la partie régulatoire, sur comment traiter un PV de carence, comment faire demander une extension du marché. Et c'est ça de nouveau que Thomas va nous expliquer dans ce court enregistrement. Seconde vidéo préenregistrée donc, mais on vous rassure, on prendra vos questions en live et on y répondra en direct tout à l'heure, consacrée ici plutôt à l'exécution de marché, à savoir comment l'IA peut vous aider dans l'exécution d'un marché sur le terrain de manière concrète. Parce que, évidemment, entre la théorie d'un marché auquel on a répondu et son exécution, il y a toujours des modifications en cours de route. Et donc, il faut les gérer de manière concrète en s'appuyant sur toute une série de normes qui sont, encore une fois, difficiles à maîtriser, d'autant plus quand on est sur le terrain. Et donc ici, on va prendre un exemple que vous avez peut-être déjà rencontré en allant d'une réunion sur le terrain où on vous demande de faire un peu plus que ce qui était prévu par le cahier des charges. Et donc, comment est-ce que Advisor peut y répondre concrètement? Via l'appli mobile qu'on peut interroger de son téléphone, par exemple, et qu'on peut interroger en vocal. Et donc, ici, voilà, on a posé une question, on me demande de faire un avenant, on me demande de faire 5 mètres de plus jusqu'à l'arrêt de bus. Et donc, forcément, la première réponse qu'Advisor va sortir, c'est la réponse qu'on a vue précédemment, qui est très technique, très complète. Et on se doute que sur le terrain, il faut aller plus vite et avoir des réponses plus simples. Donc ici, voilà, il explique toute la procédure en termes de réunion de chantier et d'avenant. Et donc, si on lui a posé une question telle que la poserait sans doute quelqu'un sur le terrain, et donc texto, ça dit c'est moins de 5% du chantier et on me dit que c'est urgent, je dois faire quoi avec un smiley? Donc, pur langage SMS. Et là, Advisor va s'adapter et donc va proposer toujours avec la même rigueur, mais de manière plus courte, une procédure plus simple. Et donc, va expliquer qu'effectivement, voilà, il faut notifier par écrit cette demande du pouvoir adjudicateur avant de réaliser ceci. Et donc, on va pouvoir lui demander directement de faire, ici on l'a demandé en texte, et vous voyez que je ne suis pas le plus habile pour écrire un message, mais voilà, on peut demander en texte ou en vocal de faire, par exemple ici, de rédiger un avenant pour ceci et de transmettre au secrétariat. Et donc voilà, directement, Advisor va enregistrer ce qui se passe sur le terrain et déjà préparer l'avenant que le secrétariat pourra traiter après. Donc le but, c'est que sur le terrain, de manière rapide, on ait la bonne info pour exécuter correctement le marché et les demandes du pouvoir adjudicateur
sans perdre de temps et surtout en sécurisant ses revenus derrière. Voilà, je vous avais promis que c'était bien plus court, mais encore une fois, c'était juste un exemple pour illustrer qu'on peut aussi, sur le terrain, orchestrer ce qui se passe à la fois dans les bureaux et sur le terrain, et qu'on peut optimiser et sécuriser les décisions, toujours sur base d'une même plateforme en IA. Voilà, à tout à l'heure pour les questions. Voilà, c'était de nouveau un exemple très normatif. On travaille aussi sur des agents, comme on en a parlé précédemment, qui vont récupérer dans la boîte mail des factures d'un sous-traitant, aller les mettre dans le fichier Excel de suivi du métier pour pouvoir valider ces factures. Euh, le, le, le- le point de blocage aujourd'hui, en tout cas pour une solution comme la nôtre, c'est la lecture et l'interprétation du plan, où il n'y a pas encore de solution satisfaisante, mais l'évolution galope. Donc, c'est quelque chose qui va arriver. Super, merci beaucoup Jean-François. Avant de poursuivre, je vois qu'on a une question dans le chat de Monsieur Massard, donc Joachim, qui demande quel était l'outil utilisé lors de la démo via le cahier des charges. Oui, c'est la solution Advisor ou Oui. Advisor en anglais. Vous pouvez aller voir sur le site internet advisor.be. D'accord, super. Ici, on a bien vu donc avec la démo précédente comment l'IA pouvait vous aider finalement à éviter les erreurs qui peuvent être très coûteuses quand on perd un petit peu la maîtrise contractuelle. Ici, avec Robin, on va pouvoir voir comment la computer vision et l'analyse d'image peuvent finalement nous aider à améliorer nos interventions sur le terrain. Oui, tout à fait. Alors, comme ça a été, mentionné lors de la démo précédente, la personne parle en langage SMS. Parce qu'a Mhm. priori, sur terrain, on n'a pas envie de passer, des longues minutes à écrire, du texte de qualité et cetera. Et en fait, on est parti aussi de ce constat-là avec Orange, et c'est là qu'on a introduit, en fait, 2 nouvelles modalités. Alors, c'est le terme technique qu'on utilise, dans l'intelligence artificielle, c'est, tout ce qui est l'audio et puis, le computer vision. Pourquoi? Parce qu'en fait, un technicien, sur chantier, il a 2 outils très puissants. C'est d'une part sa voix, puisqu'il peut expliquer, les choses, il peut expliquer comme si c'était un collègue. Et puis d'une autre part, a priori, ils ont un technicien ou, quelqu'un sur chantier a souvent, son smartphone avec lui et donc peut prendre des photos. Dans le premier cas, donc si on regarde l'analyse vocale, on a travaillé en fait avec Orange sur, tout ce qui est, travaux, d'installation de fibres optiques, dans les communes et cetera, où, le technicien va pouvoir, générer un rapport sur base des explications qu'il va donner. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est pas uniquement, retranscrire l'information, c'est la structurer. Et donc on pourrait se dire, on a un rapport qui est prédéfini avec des champs libres, des cases à cocher pour vérifier des étapes qui ont été effectuées. Mais là, le technicien va pouvoir expliquer ce qu'il fait et c'est rempli automatiquement. L'autre avantage, c'est on sait que dans ce genre d'installation, ce qui est très coûteux, c'est de revenir sur place par après parce qu'il y a un défaut ou parce que quelque chose a été oublié. Ici, l'IA va pouvoir directement répondre au technicien à un moment donné en donnant un feedback sur le rapport qui a été généré. Pourquoi pas lui dire, je vois que telle étape n'a pas été cochée automatiquement. Est-ce que c'est parce que tu ne l'as pas précisé dans ton explication ou bien c'est parce que ça n'a pas été fait? Et ici, on est donc dans le deuxième cas où on va introduire cette fois-ci le smartphone et les photos. Je ne sais pas si vous reconnaissez, mais dans les villes, dans chaque quartier, on a ces boîtiers qui sont des boîtiers de raccordement à la connexion internet. Et il faut savoir que pour Orange, ça représente quelque chose comme 10 000 interventions par jour au niveau français. Hem et il y a souvent des disputes, parce que ces boîtiers sont gérés par différents fournisseurs d'accès et ce qu'ils appellent, vous le voyez là, c'est un plat de spaghettis, parce qu'il y a plein de câbles qui partent dans tous les sens, qui sont pas bien, rangés et ça devient vite, compliqué à maintenir et ça devient très coûteux aussi parce qu'il faut savoir que, chaque fournisseur peut aussi, créer une plainte, quand il estime que, quelqu'un d'autre n'a pas, fait un travail suffisamment propre, précédemment et ça représente, plusieurs millions, par an. Hem et donc ici, avec, le smartphone, le technicien peut prendre une photo avant, une photo après et l'intelligence artificielle qui a été entraînée sur ces images va pouvoir directement, détecter des anomalies. Si techniquement quelque chose ne semble pas correct, ne semble pas propre, il va pouvoir demander au technicien de le régler avant de partir.
Un autre point qui est intéressant ici, c'est que on a, disons, 10 000 interventions par jour. Donc, une photo avant, une photo après, ça fait 20 000 images par jour. Pour l'IA, ça peut être analysé en un rien de temps. Et on peut en fait faire remonter au service qualité qui va justement vérifier la qualité de ces installations, disons, les 5% des images qui sont classifiées par l'IA comme les plus problématiques. Et donc, ce contrôle qualité va se faire automatiquement sur des cas qui sont déjà plus problématiques. Et donc, en fait, on peut exploiter la grande quantité de données de manière beaucoup plus efficace que si on avait 10 000 photos par jour à analyser. OK, super. Beh, merci beaucoup, pour ce cas d'usage, Robin. Justement, Denis, par rapport, au cas, d'usage, expliqué par, nos experts numériques, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton retour? Est-ce que tu vois des freins, des opportunités? Non, pas directement, mais il faut rester dans Pas l'IA. directement des freins ou des opportunités? Pas directement des freins, D'accord, des opportunités énormément, voilà. pardon. Merci. Mais ce que je pensais plutôt, c'était j'ai bien aimé le terme qu'il a utilisé d'avoir un collègue en plus, parce que le but de l'outil n'est pas de retirer du personnel, mais plutôt justement de voir une intelligence qui collabore sur le chantier avec quelque chose de concret pour les équipes orientées vers le métier de la construction et ne pas avoir des outils qui sont faits pour tous les secteurs. Parce que on peut aussi se mettre à rêver à d'autres applications plus tard avec cette fois-ci des tâches concrètes et plus uniquement des tâches administratives. On a quand même dans notre métier des tâches répétitives, voire dangereuses dans certains cas. Et on peut se mettre à rêver d'une intelligence qui permet de piloter les machines sans opérateur, tout ça contrôlé par un drone qui survole le chantier. Donc c'est un petit peu cette vision-là qu'on pourrait imaginer. Maintenant, ne perdons pas de vue la spécificité du secteur. On est avec des faibles valeurs ajoutées. On n'est pas dans l'aérospatial, le pharmaceutique. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont possibles technologiquement en parlant, mais je ne voudrais pas qu'on développe des choses qui sont impayables ou qui ne sont pas suffisamment robustes pour du personnel de chantier. C'est un petit peu les exemples qu'on a donnés. OK, super. Merci en tout cas Jean-François et Robin pour, les cas d'usage que vous avez pu, nous présenter. On a vraiment pu remarquer, voilà, que l'intelligence artificielle, était vraiment, une assistance, super, enfin, comme tu l'as dit aussi Denis, c'est clairement beaucoup d'opportunités, pour le secteur, pour accélérer finalement la mise en place et la réalisation des chantiers. Alors, voilà, je vais, vous, souhaiter, vous reviendrez de toute façon, pardon, pour les questions-réponses et alors je vais inviter, plutôt, Sébastien, de France, donc du CRR, à nous rejoindre à nouveau, sur le plateau pour justement nous parler d'un cas d'usage cette fois-ci qui a été réalisé dans le cadre du projet, donc du programme Dewey for AI, donc par l'entreprise GIM, qui est aussi membre du cluster Infopole et donc le centre de recherche routière. Je t'en prie, Sébastien. Merci Céline. Mais donc ici aussi, j'ai quelques dias à vous présenter. Donc il s'agit d'un projet où là, on va plutôt prendre la casquette gestionnaire de voirie plutôt qu'entrepreneur. Et donc, c'est comment l'IA a aidé le gestionnaire de voirie à faire un diagnostic de l'état de ses trottoirs. Donc, faut savoir qu'au CRR, on a développé un équipement qui s'appelle la chaise d'auscultation. C'est une chaise, un équipement qui parcourt les trottoirs des villes. Et grâce au capteur, on enregistre toute une série de données qui s'agrègent en un indicateur de confort des usagers sur le trottoir. Bon, évidemment, parcourir l'ensemble des trottoirs avec cet équipement qui prend notamment des photos et des données. Par la suite, le temps de traitement de ces données peut parfois être assez long. Et donc, on s'est dit, tiens, l'IA pourrait probablement nous aider à accélérer un peu le processus. Et on s'est lancé donc dans un développement avec l'aide de notre partenaire GIM pour ce projet, pour travailler, mais cette fois-ci sur les photos et non pas sur les données. Donc je fais le lien avec la présentation précédente. Donc ici, l'objectif, c'est d'utiliser la technique de computer vision pour analyser les photos de manière automatisée par l'IA. Donc l'équipement dont je vous parle est utilisé donc sur les trottoirs. On a 2 opérateurs qui l'utilisent, un qui pousse la chaise d'auscultation. Là, vous voyez
une imagette qui représente l'équipement. Et puis à gauche, on a un autre opérateur qui, lui, enregistre manuellement les dégradations observées sur les trottoirs. On s'est basé sur 6 types de défauts différents qu'on voulait tester pour que l'IA puisse reconnaître de manière automatique sur les photos qui sont prises par la chaise, que ces défauts soient identifiés de manière automatique sur les images. Donc, ces 6 types de défauts sont définis dans un guide qui a été d'ailleurs édité par le CRR et qui a été publié, qui est accessible à tous. Et donc, on a fait un test sur une zone en particulier où les opérateurs ont parcouru l'ensemble des trottoirs. La chaise d'auscultation prenait des photos tous les mètres, ce qui a généré donc quand même pas mal d'images pour entraîner le modèle. Et donc l'objectif, c'était d'exploiter ces photos pour détecter et classifier les défauts grâce à l'IA et estimer aussi la surface de ces défauts. Donc, le cas d'étude, c'était la commune de Berchem-Saint-Agathe. Il y avait 55 km de trottoir, un peu moins de 60 000 photos qui ont été prises avec l'aide de cet équipement. Et donc, on a travaillé avec nos opérateurs qui ont eux-mêmes annoté les photos grâce à un outil de détourement, ici que vous voyez sur la DIA. Donc, il y a eu un travail manuel d'annotation des images qui a été réalisé par l'équipe. Et puis ensuite, on a comparé les résultats quelque part manuels avec les résultats de l'IA pour voir si effectivement l'IA reconnaissait aussi bien les défauts que ce que les opérateurs identifiaient eux quand ils font le travail vraiment manuellement. Il faut savoir que 55 à 60 000 images, ça prend beaucoup de temps. Donc vous imaginez le gain de temps que ça peut représenter si on arrive à traiter ça de manière assez automatisée. Ce qu'on a observé aussi en entraînant le modèle, c'est que il y a parfois des inconsistances dans la notation, des imprécisions, la définition des défauts n'est pas toujours hyper précise. Donc, il y a eu des difficultés dans les annotations manuelles. Donc, on a fait tout un travail de réannotation pour améliorer le processus. Et vous allez voir qu'en réalité, ça représente un véritable challenge parce que ça remettait parfois en question aussi la façon dont on définissait les défauts. Vous voyez ici quelques photos défauts type affaissement, défauts type désordre joint. Vous voyez entre les différents pavés, on a des problèmes de joints. Et donc, au premier run de cet algorithme, on avait quand même des taux de précision vraiment faibles. Vous voyez, qui vont de 17 à seulement 30 et quelques pourcents, ce qui était totalement insuffisant pour substituer quelque part le travail manuel par une intelligence artificielle. Donc, le travail de réannotation a permis vraiment d'améliorer significativement les résultats. Et donc, suite à ce travail de labellisation qui a été réalisé, on est quand même monté du coup à un taux de précision d'un peu plus de 70%, par exemple pour ce type de défaut matériaux dégradés. On a fait le même travail pour les autres types de défauts et donc là, on a vu qu'on a pu réellement améliorer les résultats fournis par le modèle. Et in fine, vous voyez ici, donc ce que vous voyez en bleu, ce sont donc les défauts identifiés par IA et en rouge, les défauts identifiés manuellement. On obtient une correspondance qui est relativement bonne, qui est certainement améliorable. Et donc, c'est la suite du projet, c'est de pouvoir poursuivre cette initiative et d'améliorer encore le modèle pour arriver à des résultats satisfaisants qui permettraient d'automatiser le travail. Dernière petite slide où on a aussi utilisé un modèle pour estimer la profondeur sur les images, qui est un paramètre qui n'est pas évident à identifier, notamment le défaut de type affaissement. Ça, c'est un défaut qui n'est pas évident à identifier sur des images. Il faudra probablement accompagner ça de données type LIDAR, par exemple, pour améliorer la qualité des résultats. Donc voilà, ça, ce sont juste une dia sur les risques qu'on a identifiés et qui ont été déjà discutés maintenant.
Super. Merci beaucoup, Sébastien. Mais on le voit clairement, l'IA, c'est pas non plus magique, hein. Il y a des choses auxquelles il faut faire attention, notamment la qualité et la quantité en fait de données que l'on donne aussi au modèle pour qu'il puisse s'entraîner et apporter des questions de plus en plus précises. Et alors, il y a aussi d'autres aspects auxquels il faut veiller, c'est tout l'aspect finalement réglementaire. Et là, donc, je me tourne à nouveau vers toi, Philippe, pour que tu puisses nous éclairer par rapport à tout ça. Alors oui, bon, effectivement, ben, on se rend compte, comme je l'avais dit tout à l'heure, que l'IA, ça s'applique à plein de choses. Il y a plein d'IA différentes qui font plein de choses différentes. Et là, une fois de plus, j'avais préparé quelques slides pour essayer d'illustrer les propos, en tout cas aider les gens à comprendre un peu mieux comment le droit s'applique. Donc, je vous disais, basons-nous sur ce règlement sur l'intelligence artificielle. Donc, mettons le RGPD de côté, parce qu'on se rend compte directement, là, dans les exemples qui sont donnés, que à chaque fois qu'un employé se voit avec un outil en moins, doit faire une photo, ça génère énormément de données, entre autres des données sur l'activité de cet employé. Et donc là, il y a déjà des questions de RGPD à se poser, mais mettons-les de côté un instant et basons-nous exclusivement sur le règlement de l'IA. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le règlement de l'IA, eh bien, il y a des cases et il y a les IA qui sont interdites, les IA qui sont à haut risque, les IA qui impliquent des mesures particulières de transparence. Alors ici, on voit qu'on a parlé d'outils qui sont des aides administratives. Tant que c'est un outil qui aide à l'administration, donc typiquement, par exemple, l'outil d'IA qui va vous faciliter la tâche pour choisir les appels d'offres qui méritent qu'on y réponde et de faire le go ou le no-go. Là, on voit qu'au niveau risque pour les libertés et les droits fondamentaux des gens, il n'y en a pas beaucoup. C'est uniquement de la décision stratégique basée sur des données publiques. Donc là, on voit bien qu'on a un degré de risque très faible. Et donc, le règlement risque de ne pas s'appliquer du tout, ou à part peut-être les obligations générales de maîtrise de l'IA. Mais donc là, pas beaucoup de risques, donc on peut être à l'aise au niveau de législation. Alors maintenant, dans le secteur de la construction, on pourrait imaginer des situations ou des inventions qui pourraient rentrer carrément dans les risques inacceptables. Tout à l'heure, on a parlé, on pourrait imaginer un drone qui supervise euh, le chantier. Imaginons que ce drone supervise jusqu'à filmer les individus, jusqu'à analyser leurs expressions faciales pour se rendre compte de qui est collaboratif, qui ne l'est pas, qui se fâche souvent sur le chantier. À ce moment-là, on pourrait carrément arriver sur une IA qui déduit des émotions sur les lieux de travail. Mm. Et là, il faut savoir qu'on tombe dans un des cas que je reprends dans ce slide, dans le cas interdit, où là, on s'est dit non, écoutez, là, ça va trop loin. On ne peut pas faire ce genre de choses. Avec des exceptions malgré tout, parce qu'effectivement, j'ai marqué avec exception, je n'ai pas dit lesquelles, parce que le droit, c'est toujours. Les règles sont compliquées, les exceptions encore plus, mais sachez que si on arrive à démontrer que cette IA ne sert exclusivement qu'à des fins de sécurité, et que c'est uniquement pour voir si les gens font un malaise, par exemple, risque de tomber parce qu'il fait un malaise cardiaque ou autre, alors si on réduit vraiment la finalité de l'IA à ces exceptions, alors on pourrait quand même s'en sortir. Mais donc, vous voyez qu'il y a toujours une réflexion à avoir. Est-ce que ce n'est pas interdit? Si c'est interdit, est-ce qu'on pourrait quand même bénéficier d'une exception? Donc ça, c'est le premier exemple, c'était le drone superviseur. Si on commence à superviser avec ce drone les individus et on commence à faire des déductions par rapport à des données biométriques sur des images faciales, eh bien là, il faut vraiment se poser des questions. Alors, je vous avais dit aussi, il y a une autre catégorie, c'est la catégorie des IA à haut risque. Alors, c'est quoi les IA à haut risque? En général, c'est toutes les IA qui feraient partie, qui seraient une composante de sécurité d'un produit qui est couvert par le marquage CE. Donc, par exemple, les machines, les ascenseurs, installations à câbles, etc. Donc là, on a vu des exemples où finalement, c'était des assistants. On a dit, c'est le collègue supplémentaire, le collègue en plus, celui qui vous dit, ah, tu as laissé un papier dans le boîtier là, électrique ou télécom, c'est pas conforme. Et donc là, une fois de plus, tant que c'est une aide de ce type-là, et qu'au final, on a un humain qui directement se rend compte, ah oui, c'est vrai, tu as raison, machine, je n'aurais pas dû laisser ce papier, je vais l'enlever.
une fois de plus, je ne pense pas que ça génère beaucoup de risques. Par contre, si on imagine par exemple une IA qu'on installerait dans ce type de boîtier pour par exemple décider qui aurait de l'électricité ou qui n'en aurait pas, ou plus ou moins, alors là, on rentre vraiment dans les infrastructures essentielles avec une IA qui fait partie d'une composante de sécurité, parce que si l'IA pète un plomb, ben là, il y a vraiment des risques. Pour imaginer aussi des IA dans les infrastructures routières, parce que finalement, ici, on parle de la construction. Imaginons une IA qui gérerait un trafic avec les feux rouges, avec la signalisation. Alors là, directement, on voit qu'il y a les risques et on voit pourquoi cette IA rentrerait dans la catégorie au risque. Et quand on rentre dans la catégorie au risque, je ne vais pas faire le détail de toutes les obligations, mais il y en a beaucoup. Il y a énormément d'obligations de conformité. Il faut faire des analyses, il faut faire de la documentation, il faut s'assurer que tout cela correspond bien aux réglementations et est bien sécurisé. Donc, les infrastructures critiques, c'est un exemple des IA au risque. Une autre IA qui sera vite à haut risque, c'est les IA relatives à la gestion des ressources humaines, tout ce qui est relatif au recrutement, à la relation du travail, etc. Donc, la construction, c'est un aspect capital. Et donc, dans ce cas-là, quand on est dans les IA au risque, je vous disais, il y a énormément d'obligations de conformité. Mais alors après, il faut voir à qui elles s'appliquent. Et là, je vous renvoie de nouveau aux acteurs de l'IA. Je vous ai dit, il y a différents types d'acteurs. On va du fournisseur jusqu'au déployeur. Et donc, forcément, c'est généralement le fournisseur qui aura le plus d'obligations. En ce qui concerne, je pense, l'audience de ce webinaire, on sera davantage, je pense, sur une catégorie de déployeurs. Alors, les déployeurs doivent quand même faire attention quand ils utilisent ce type d'IA à haut risque et doivent prendre également des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que le système est utilisé dans de bonnes conditions et conformément à sa documentation. Donc, bien se renseigner sur comment fonctionne cette IA, comment moi je dois la déployer, comment moi je dois bien l'utiliser. Toujours accompagné d'une surveillance humaine, toujours des obligations de contrôle d'efficacité, des mesures de cybersécurité, ça c'est important aussi, c'est une thématique qui est chère également à l'Infopol, c'est que n'oublions pas que toutes ces IA passent par la télécom, passent par des réseaux, et les réseaux, ce sont des points d'attaque pour les hackers et les criminels et les cybercriminels, donc faire attention toujours à ces aspects-là. Et puis, donc évaluer régulièrement l'impact de ces IA. Donc, vous voyez que même quand on n'a que le statut de déployeur, il y a quand même des obligations formelles, formalisées et imposées par le règlement sur l'intelligence artificielle. Ok, super, merci Philippe. Denis, je reviens vers toi par rapport à l'exemple où tu donnais un petit peu les projections, ce que tu aimerais que l'IA fasse finalement à la place, ou en tout cas pour nous aider au niveau du secteur de la construction. Comme Philippe l'a aussi expliqué, ça ne va pas non plus être demain la veille que tout va se robotiser et s'automatiser, mais en tout cas, on peut déjà avancer sur pas mal de choses et gagner du temps. Je ne sais pas si tu as eu réponse à tes questions. Est-ce que tu as d'autres éléments peut-être à aborder avant peut-être d'inviter tous nos orateurs à revenir pour les questions-réponses du public? Ça nous a déjà donné aujourd'hui pas mal de pistes, de voir ce qui existait et de voir les outils, la manière dont on peut les appréhender aujourd'hui. Et je pense effectivement que dans les prochains mois, si ce n'est les prochaines années, on sera déjà vers des applications concrètes de ce qui est en cours de développement, de réflexion, avec un cadre législatif absolument nécessaire. C'est vrai que les exemples qu'on a cités tout à l'heure, on n'y pensait pas. L'expression faciale d'un ouvrier, ça fait beaucoup. Est-ce qu'on peut l'exploiter, l'utiliser volontairement ou involontairement? Je pense que c'est important de baliser dès le départ. Et l'accès aux données, la sécurité des communications, parce que ça, nous posons des câbles de communication aussi, mais on ne pense pas ce qui transite dans ce câble, mais c'est vrai que c'est concret et c'est vers ça qu'on doit aller. On verra plus tard à la fin du webinaire. Je vous inviterai aussi à un événement qui va finalement aborder toutes ces thématiques, parce que l'IA, c'est une chose, mais Philippe a parlé de cybersécurité, tout ce qui est souveraineté aussi des données. Mais je vous donnerai le rendez-vous un petit peu plus tard. Maintenant, on va procéder aux questions-réponses. Je pense qu'il y en avait effectivement dans le chat. Tous nos orateurs sont donc présents sur le plateau. Donc, si vous avez des questions, que ce soit pour Philippe, voire même Denis, cas concret aussi chez Wanty,
ici ou par rapport à son statut chez Mobiwal. Nous avons donc Jean-François, Sébastien et Robin. Alors, bonjour. Quel est le modèle qui est utilisé? Un modèle open source, une application de ChatGPT, un modèle interne? Donc, c'est une question pour Mathéo Hignon et je pense qu'elle s'adresse à toi, Jean-François. Oui, bah, c'est une question, c'est quelqu'un qui connaît déjà bien, le système, je pense. Donc nous, en fait, nous avons un RAG, qui est installé en Europe sur une infrastructure Azure et nous utilisons 3 modèles, d'IA open source, celui, de ChatGPT, comme moteur principal, celui de Mistral et celui de Llama Cloud. Super. Y a-t-il d'autres questions? Je vais regarder un petit peu aussi ici. Alors, est-ce que la vectorisation des plans pourrait aider pour une meilleure intégration dans votre solution? Oui, Xavier, effectivement, c'est ça, l'enjeu. Donc, on est tout à fait ouvert pour une collaboration, sur ce sujet. Moi, je voudrais compléter parce Oui. que c'est un vrai enjeu sur le terrain. Il y a la lecture des documents littéraires, cahiers de charges, on en a beaucoup parlé, la littérature qui accompagne. Mais aujourd'hui, le contrôle et l'aide à l'analyse d'un plan est le cœur de notre métier. Donc, c'est une difficulté que les gens apprennent à l'école via la formation. C'est des choses qu'on rencontre en fonction du niveau de qualification du personnel. Un ouvrier doit savoir, dans une certaine mesure, lire un plan, un conducteur, un gestionnaire également. Mais la digitalisation des plans et l'aide à l'analyse par une intelligence, par un collègue supplémentaire de ce plan est crucial dans notre secteur. Mmh. C'est un défi, vraiment. D'accord. Je vais alors, comment l'outil choisit le modèle à choisir? Est-ce que l'utilisateur peut choisir? Oui, effectivement, dans notre plateforme, il y a chaque utilisateur a la possibilité de choisir son propre moteur. Donc on a plusieurs façons de prompter, de réponse. Donc il y a un menu déroulant dans lequel on peut aller, choisir, le moteur. Mais il y en a un qui automatiquement est proposé, par rapport à la question, le plus adapté, mais on peut aller manuellement changer, à chaque question, en fait, à chaque intervention. Je vois que Mathéo est encore en train d'écrire. Ah bah, ah, voilà. Merci Jean-François. Bah, je ne sais pas si ici sur le plateau vous souhaitez, ajouter encore, une information, un dernier élément? C'est le moment, c'est l'instant? Non? Robin? Oui, alors, je me permets de parce que nous aussi, donc on travaille avec différents modèles, des modèles qui Mmh. sont déjà pré-entraînés, donc qui sont existants sur le marché. On construit pas tout, de zéro, on reprend ce qui fonctionne bien. Et pour cette question des modèles et où est-ce qu'ils sont enfin, d'où ils proviennent, où sont envoyées les données et cetera, c'est quelque chose qui est très important. Hem et quelque chose qui est pas mal en train de changer dernièrement, hein, c'est la recherche qui est faite au niveau de la taille des modèles nécessaires pour exécuter des tâches. Et en fait, on constate que, là où au départ, il y a peut-être 1 an et demi, les fournisseurs de modèles avaient tendance à chercher à avoir un modèle plus grand, plus puissant et cetera. Aujourd'hui, on est capable d'avoir des plus petits modèles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qu'on dépend moins aussi des grands fournisseurs tels que Microsoft et cetera. Et donc nous, on a des clients chez qui, il y a des contraintes de confidentialité des données qui sont telles que même, avec un contrat chez Microsoft, c'est pas possible et on est obligé de travailler en local. Et aujourd'hui, les modèles, qui sont plus petits et qui fonctionnent en local, sont déjà Mmh. beaucoup plus performants. Donc il y a quand même un changement à ce niveau-là, qui est important. Oui, donc on réinternalise finalement de plus en plus aussi les données en local, bah, pour répondre à toutes ces questions de souveraineté qui, bah, voilà, sont, en cette période, et le climat géopolitique actuel, on va pas se mentir aussi, bah, quand même pas mal importantes. OK, beh, merci en tout cas à tous, pour votre participation. Un autre petit conseil aussi, c'est vraiment, bah, par rapport à vous, entreprise de la construction, c'est accompagner, vos collaborateurs à l'utilisation de l'IA. Si vous ne le faites pas, ils le feront par eux-mêmes et c'est
souvent comme ça qu'il y a des risques aussi qui arrivent. Si vous avez besoin de davantage d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit le centre de recherche, l'Infopôle ou alors même un autre partenaire du projet Construction du futur. Voilà, on fera tout notre possible pour vous accompagner vers le bon, comme je vous le disais, le bon partenaire, le bon prestataire. Ici, vous trouvez justement les adresses de contact. Et alors, pour aller plus loin, en janvier 2026, pour bien commencer, l'année, on vous proposera, la seconde, et la deuxième, on verra si on aura une troisième, mais ensemble pour bâtir demain. Donc c'est vraiment un événement qui regroupe tous les partenaires et tous les métiers, de la construction. Ça se déroulera, du côté de Limlet, donc chez Buildwise, donc le centre, de recherche pour, le secteur de la construction. À cette occasion, vous pourrez très certainement rencontrer les experts qui sont aussi autour de cette table et alors justement vous intéresser à d'autres thématiques qui sont tout aussi importantes et inspirantes et intéressantes que l'intelligence artificielle, à savoir notamment la cybersécurité, l'importance que l'on doit aussi donner à la souveraineté de nos données. On espère vraiment que ce webinaire vous aura permis de mieux comprendre les enjeux et les usages concrets que vous pouvez dès à présent utiliser en interne par rapport à l'IA dans la construction routière. N'hésitez pas à consulter nos sites internet, nos réseaux, LinkedIn, voilà, pour suivre nos actualités et les prochains événements. Je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous et à bientôt pour la suite du programme Construction du futur.